Personne n'ira à ta stupide fête. Grandis un peu. Ma mère a envoyé ce message dans le groupe familial. Alors je leur ai tout retiré. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement. Et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire t'intéresse, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Laisse-nous le nom de ta ville en commentaire. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Mathéo et aujourd'hui j'ai 32 ans. 32 ans sur cette planète, dont au moins les 9 dernières à me sentir comme le pilier financier non reconnu d'une famille, qui semblait avoir oublié que moi aussi, j'avais des rêves. Ou au moins le droit de souffler. En me rasant ce matin, j'ai remarqué mes premières mèches blanches aux tempes. Est-ce que c'est à cause de l'âge? Ou du stress chronique d'être toujours celui qui règle les problèmes des autres? Probablement un mélange des deux. Malgré le cynisme qui avait envahi mon cœur, une petite partie de moi, tenace, avait décidé d'organiser un dîner simple pour mon anniversaire. Dans un restaurant décent, sans prétention. Un endroit où tu ne te sens pas coupable de demander l'addition. Ce n'était pas vraiment pour faire la fête. C'était plutôt une dernière tentative. Presque une formalité. Pour faire semblant qu'on était une famille normale. Je savais très bien que la probabilité d'avoir un mot gentil ou une vraie félicitation était presque nulle. Mais cette stupide espérance refusait de mourir complètement. La journée a commencé comme les autres. Un café fort. Je regarde mes mailles de boulot. Je suis ingénieur en logiciel. Un boulot stressant, mais qui me permettait ironiquement de soutenir un style de vie insoutenable pour ma famille. Et c'est là, pendant que mon ordi s'allumait, que mon téléphone a vibré. Une notification du chat familial. Le fameux groupe Les Morales de l'élite. Un frisson m'a traversé le dos avant même de lire. J'ouvre. C'était ma mère, Elena. Un message en majuscule qui me hurlait presque dessus depuis l'écran. Mathéo, dis-nous si tu fais ta petite fête. Pour qu'on ne fasse pas d'autres plans. Même si franchement, qui voudrait venir fêter avec toi? Grandis un peu, non? À ton âge, tu devrais déjà être marié, pas en train de penser à des fétouilles. J'ai senti mon sang se glacer. Et bien sûr, le message ne restait pas seul. En dessous, ma sœur Valéria, 28 ans, spécialiste de vivre à mes frais, avait répondu avec un sticker de clown triste. Et un commentaire. Aïe maman, t'es dur. Mais bon, qui irait? Pauvre Mathéo, toujours tout seul. Comme un gamin pathétique qui attend qu'on le remarque. Puis mon oncle Ricardo, le frère de ma mère. Parasite officiel installé chez moi depuis 1 an. Celui dont je couvrais aussi les dettes. Ajouta un message audio où il rigolait à gorge déployée. Une fête? Et qui va payer cette non-fête? Parce que je doute que le gars qui fête ait envie, ou les moyens. Ah ah. Et enfin, mon père Roberto. L'homme qui m'a appris qu'un homme devait être un pourvoyeur. Mais qui a oublié de l'être lui-même. A réagi au message de ma mère avec signe pouce vers les larmes de joie. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ce n'était pas juste de la tristesse. C'était une clarté absolue. Froide, nette. Comme si on m'enlevait enfin un bandeau sale des yeux. L'humiliation publique. Le mépris assumé. Sans aucune gêne. Je me suis souvenu d'un de mes anniversaires d'ado. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter une guitare d'occasion. Mon père me l'avait prise, vendue pour une dette urgente. Et m'avait dit, la musique, c'est pour les fainéants. L'argent. Je ne l'ai jamais revu. Ce souvenir et tant d'autres me sont revenus d'un coup. Mais cette fois, la blessure n'était pas nouvelle. Ce message avait juste rendu l'infection irréversible. J'ai pris mon téléphone. Et étonnamment, ma main ne tremblait pas. Je suis entré dans le chat et j'ai écrit une seule chose. Compris. Puis j'ai ouvert l'application bancaire sur mon ordinateur portable. Première étape. J'ai annulé le virement automatique de 2400 € par mois, que je faisais pour le loyer de la maison où il vivait. Une somme qui m'étouffait chaque mois. Deuxième étape. J'ai annulé le paiement mensuel du Mercedes-Benz, celui que mon père adorait conduire pour faire semblant d'être riche, même si la voiture était à mon nom. Et enfin, j'ai trouvé la très chère assurance santé privée, celle qui les couvrait tous, que je payais scrupuleusement, pendant que moi je repoussais mes propres rendez-vous médicaux. J'ai demandé l'annulation immédiate. J'ai coupé les notifications du groupe familial. J'ai fermé mon ordi. Et j'ai respiré profondément. C'était comme si un énorme poids quittait enfin mes épaules.
Un poids que je portais depuis presque 10 ans. J'ai appelé Carlos, mon meilleur ami depuis la fac. Le seul qui connaissait l'enfer silencieux de ma vie familiale. Carlos. C'est fini. Aujourd'hui, tout s'est terminé. Je veux que tu sois en alerte, juste au cas où. Silence au téléphone. Puis la voix grave de Carlos. Il était temps, mec. T'as mis longtemps. Je suis là pour tout. Dis-moi ce qu'il te faut. Rien, pour l'instant. Juste, merci. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, le silence de mon appartement n'était pas lourd. Il était calme. Un silence avant la tempête, oui. Mais cette fois, c'est moi qui l'avais déclenché. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Quelque chose de fort. De la paix. C'était fini. Fini pour de vrai. Le lendemain matin, le ciel de Mexico était gris. Comme s'il sentait lui aussi que la tempête approchait. Je n'avais presque pas dormi. Mais je ne me sentais pas fatigué. Au contraire, j'avais une énergie bizarre. Un mélange de détermination et de nervosité calme. À 7 heures pile, avant que le trafic ne devienne un enfer. J'ai pris le volant direction Colonia del Val. Là où vivait encore ma famille. Dans la maison que je louais pour eux. Je n'avais pas l'intention d'entrer. Ni de leur donner d'explication. J'ai garé ma propre voiture, une petite voiture simple. À un pâté de maison. J'ai marché tranquillement. J'ai sorti le jeu de clés du Mercedes de mon père, bien sûr. Le véhicule était à mon nom. Et je me suis approché du gros bolide garé devant la maison. Le soleil se levait à peine. J'ai ouvert la voiture, démarré. Et en moins d'une minute, la grosse berline allemande avait disparu de leur vue. Je me suis rendu à une agence de voitures d'occasion, avec laquelle j'avais déjà discuté discrètement il y a quelques semaines. On a commencé la procédure de vente immédiatement. Avant de partir, j'ai glissé une note simple et claire dans leur boîte aux lettres. Ce véhicule, légalement à mon nom, a été récupéré. Il sera mis en vente immédiatement. Toute tentative de le réclamer sera inutile. Signé, Matteo. De retour chez moi. J'ai lancé la deuxième phase de mon plan. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service client de ma banque. Avec une voix ferme. Et un discours bien préparé. Au sujet d'utilisation frauduleuse de mes cartes. J'ai demandé l'annulation immédiate et définitive. De toutes les cartes secondaires associées à mon compte. Il y en avait 3. Une pour ma mère. Une pour Valeria. Et une troisième que mon père utilisait pour ses urgences. Qui étaient en général des restos chers ou des gadgets de luxe. L'employé, après quelques vérifications de sécurité, et face à mon insistance, a confirmé que les cartes seraient détruites, et qu'aucune nouvelle ne serait émise. Téléphone portable, le silence du téléphone a duré jusqu'à la fin de la matinée. Et puis, la première à réagir fut Valeria. Un message WhatsApp, direct, sans filtre. Matteo, c'est quoi ce bordel avec ma carte? Je suis chez Sephora, elle a été refusée. La honte. J'ai ignoré le message. Quelques minutes plus tard, un appel. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis ma mère. D'abord, un message tout mielleux. Matteo, mon amour, tout va bien? J'ai voulu payer les courses. Et la carte dit fonds insuffisant. Tu crois que c'est une erreur de la banque, mon chéri? Tu peux vérifier, s'il te plaît. Je n'ai rien répondu. Une demi-heure plus tard, elle m'appelle. Sur le répondeur, sa voix trahissait de l'impatience. Mon fils, réponds. Tu m'inquiètes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et enfin, mon père, vers midi. Pas de message, direct au téléphone. Sa voix était autoritaire. Comme à chaque fois qu'il voulait me dominer. Matteo, j'ai besoin de la voiture pour une réunion importante avec des investisseurs. Où est-ce que tu l'as mise? Et t'as intérêt à ce qu'elle réapparaisse vite. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé sa menace se graver dans le répondeur. Le groupe familial, les morales de l'élite, que j'avais coupé mais pas quitté, a commencé à s'agiter. Les notifications s'empilaient. Les petits chiffres rouges grandissaient à vue d'œil. Valeria. Ce débile nous a annulé les cartes. Je peux plus rien acheter. Elena. Roberto. Matteo ne répond pas. Et la voiture n'est plus là. Quelqu'un l'a vu partir tôt ce matin. Tonton Ricardo, toujours prêt à minimiser ou en profiter. Calmez-vous, c'est juste un caprice de l'anniversaire. Ça lui passera quand il aura besoin de nous pour quelque chose. Laissez-lui 2 jours, il reviendra la queue entre les jambes.
Mon père. Il a intérêt à réapparaître. Quand je le verrai, je vais lui dire 2 mots. Et moi? J'étais assis dans mon petit bureau, avec Carlos à mes côtés, venu avec des classeurs et son ordi portable. On passait en revue. Ancien relevé de compte. Email. Message WhatsApp sauvegardé. Je n'agissais pas par colère, mais avec méthode. Je construisais un dossier solide, avec des années de preuves. Abus financiers, chantage affectif, manipulation. Carlos, en voyant un vieux mail où mon père avouait d'avoir pris un prêt en mon nom, m'a dit « Mathéo, ça, c'est de l'or. Tu te rends compte à quel point t'as bien fait de tout garder ?» La porte de mon appartement a frappé doucement. J'ai regardé Carlos, surpris. Je n'attendais personne. Je me suis approché de la porte avec précaution. Et j'ai regardé par le Judas. C'était Doña Carmen, ma voisine d'en face. Une vieille dame veuve. Toujours gentille et discrète. J'ai ouvert. « Matéto, excuse-moi de te déranger, » dit-elle avec sa voix douce. Mais ce matin très tôt, je t'ai vu partir avec la grosse voiture. Et après j'ai vu ta maman, complètement affolée, crier ton nom dans tout l'immeuble. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un petit clin d'œil. « Je voulais juste te dire que tu as bien fait. Cette famille, tu sais ce que j'en pense. » Puis elle m'a tendu un petit sac avec du pain sucré. Au cas où tu n'as pas encore eu le temps de déjeuner. Ce geste, si simple, si humain, m'a profondément ému. Merci, Doña Carmen. Vraiment, merci. Elle m'a souri, et est repartie tranquillement. Carlos m'a regardé. Même les voisins sont au courant, mon pote. Il était temps que toi aussi, tu ouvres les yeux. J'ai hoché la tête. Je comprenais maintenant que le mur de silence que j'avais construit était autant pour me protéger que pour leur épargner le regard des autres. Mais chaque appel ignoré, chaque message non répondu, me rendait plus fort. Les jours suivants ont été marqués par une étrange tranquillité. Pour moi, du moins. Une tranquillité tendue, remplie de travail précis, organisé, pendant que ma famille multipliait les tentatives pour me joindre. Avec un mélange d'incompréhension, de colère, et maintenant, de panique grandissante. Avec l'aide précieuse de Carlos, je continuais à fouiller, à rassembler tout ce que je pouvais. Relevé bancaire, facture, capture d'écran, ancien courriel, conversation sauvegardée. Ce que je faisais n'était pas seulement de me libérer, c'était aussi construire une preuve solide de ma position de victime et de leur dépendance financière à mon égard. Je revoyais les 9 dernières années défiler sous mes yeux. Chaque souvenir comme une petite blessure, qui, une fois réunie avec les autres, formait une immense hémorragie. De mon bien-être, et de mon compte en banque. Il y avait par exemple, les paiements pour les études de Valéria, dans 3 universités différentes, et toutes très chères. D'abord, le stylisme, parce qu'elle avait un don naturel. Ensuite, la communication, car elle voulait être influenceuse. Enfin, la gastronomie, car elle s'était trouvé une passion pour la cuisine. À chaque fois, elle abandonnait après quelques semestres. Mais moi, j'avais tout payé. Frais d'inscription, fournitures, uniformes, et même ses voyages d'études, qui tombaient curieusement pendant les festivals ou les vacances à la plage. Les preuves, des virements directs aux écoles, des tickets de magasins d'art hors de prix, et les captures d'écran de son Instagram. Elle y posait, souriante, avec des habits neufs, dans des restos de luxe ou sur des plages exotiques. C'est hashtag boss girl, hashtag self-made, dièse reconnaissante envers la vie. Mais jamais une seule mention de moi, celui qui finançait cette vie de rêve. Il y avait aussi les super idées de business de mon père. Depuis que je suis enfant, il était toujours sur le point de conclure un deal énorme. Des investissements dans des pyramides déguisées, des participations dans des entreprises fantômes, des achats de marchandises exceptionnelles, qui finissaient empilées dans un coin, couvertes de poussière. Et à chaque fois, c'est moi qui finissais par avancer l'argent. De grosses sommes. Des prêts? Bien sûr qu'il ne les remboursait jamais. Le plus douloureux, c'était ce que j'ai retrouvé dans une vieille enveloppe, qu'il m'avait donnée un jour en me disant « Garde ça précieusement, c'est important ». Dedans, il y avait 2 reconnaissances de dette, pour des petits crédits qu'il avait pris en mon nom, en falsifiant ma signature,
À une époque où je venais juste de commencer ma carrière. Et où je lui faisais encore aveuglément confiance. Les montants n'étaient pas énormes. Mais la trahison, elle, l'était. Carlos, qui a l'œil pour ces choses-là, a même trouvé un ancien mail où mon père écrivait à un ami. Ouais, j'ai utilisé la signature de Matteo pour le prêt-voiture. De toute façon, il a un bon dossier, et c'est pour la famille. Il ne s'en rendra même pas compte. La rage glacée m'a envahi. Et bien sûr, il y avait les caprices de ma mère, Elena, et les besoins culturels de tonton Ricardo. Les remises à neuf de la maison. Les voyages pour s'ouvrir l'esprit. Où Ricardo partait dans des casinos tout inclus. Et aussi, ses demandes d'aide urgente. Pour des cousins éloignés que je ne connaissais même pas. Mais dont les malheurs exigeaient toujours mon aide financière. Et tout ça, je l'avais documenté. Chaque virement. Chaque facture. C'est Carlos, en fouillant dans une boîte de vieux papiers que mes parents m'avaient dit de jeter ou de garder ailleurs, qui est tombé sur quelque chose d'encore plus choquant que les reconnaissances de dette. Une police d'assurance vie. À mon nom. Elle avait été souscrite environ 7 ans plus tôt, juste après que j'ai eu une promotion importante, et que mon salaire avait fortement augmenté. Et devine qui étaient les bénéficiaires en cas de décès. Ma mère Elena Moral et mon père Roberto Linares. Pas Valeria. Pas un proche. Juste deux. La sensation était esséurante. C'était comme découvrir que ma propre famille me voyait non pas comme un fils, mais comme un placement financier. Un actif avec une date de péremption. Et bien sûr, la prime annuelle était élevée. Et c'est moi qui la payais. Sans le savoir. Elle était dissimulée dans les frais mensuels familiaux, que ma mère m'envoyait sous forme de liste. Carlos, encore sous le choc, m'a dit d'une voix basse. Matteo, ça, c'est un autre niveau. Tu as besoin d'un avocat. Il avait raison. Ce même après-midi, avec le dossier de preuves préliminaires sous le bras, je suis allé voir maître Sofia Ramirez, avocate spécialisée en droit familial et financier, que Carlos m'avait chaudement recommandé. C'était une femme d'environ 40 ans. Regard direct. Et manière de parler claire et sans détour. Elle a écouté toute mon histoire avec attention, tout en lisant les documents que je lui tendais. Parfois elle hochait la tête, le visage impassible. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise, et a dit d'une voix ferme, avec tout de même une touche de compassion. Monsieur Matteo, ce que vous me décrivez est un cas flagrant et prolongé d'abus financiers, accompagné de manipulation émotionnelle. La quantité de preuves que vous avez déjà réunies est impressionnante. Et surtout extrêmement utile. Elle ajouta. Vous avez bien fait de tout garder. Le message d'anniversaire n'était que la goutte d'eau. Le vrai problème est profond, ancien et systémique. Nous avons plusieurs options légales. Mais la priorité, maintenant, c'est de vous protéger. Et de vous blinder contre d'éventuelles représailles. Et oui, cette assurance vie est particulièrement inquiétante. Je suis sorti de son cabinet avec un mélange d'angoisse et de soulagement. Angoisse de ce qui m'attendait. Mais soulagement d'avoir enfin quelqu'un à mes côtés. Une vraie professionnelle. Je savais que ma famille n'allait pas en rester là. Mais désormais, moi non plus. Le poids des 9 dernières années, au lieu de me briser, était devenu une armure solide, faite de preuves concrètes. Et la réalité, aussi froide qu'un coup de massue, commençait enfin à pénétrer la bulle de déni dans laquelle vivait ma famille. Quelques jours plus tard, ma famille reçut une lettre officielle de la banque. Le contrat de location de leur maison était résilié pour non-paiement. J'en ai reçu une copie moi aussi, transmise par maître Ramirez. Ce fut le véritable déclencheur de leur panique. Ce n'était plus juste des cartes annulées, ou une voiture envolée. Maintenant, c'était le toit au-dessus de leur tête, qui était menacé. Leur stratégie changea alors complètement. Ils passèrent de l'incrédulité à une attaque plus coordonnée, mais maladroite et de plus en plus désespérée. Ma mère, Elena, fut la première à monter d'un cran. Elle abandonna les textos mielleux et commença à appeler directement mon lieu de travail. Elle avait visiblement réussi à obtenir mon numéro direct au bureau, probablement en baratinant la secrétaire avec une histoire dramatique. Sur le répondeur, sa voix pleurait presque. Matetto, mon chéri, pourquoi tu nous fais ça? Ton père n'a rien mangé depuis hier. Il se sent très mal, il dit qu'il a mal à la poitrine. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ce châtiment? Même ton oncle Ricardo est inquiet. Il dit qu'il y a sûrement une mauvaise femme dans ta vie.
Une profiteuse qui t'a retourné contre nous. Ce n'est pas ça l'éducation qu'on t'a donnée, Mathéo. Chaque mot était une flèche bien taillée, destinée à me culpabiliser. La mention de la mauvaise femme était une tactique habituelle chez elle. Faire croire que je n'étais pas assez intelligent pour prendre mes propres décisions. Que forcément, je devais être manipulé. Mon père, Roberto, opta pour une autre approche. Pas suppliante, mais pseudo-autoritaire. Quand il vit que ma mère n'obtenait rien, il m'appela. Mathéo, ça suffit maintenant. Ce cirque va trop loin. Tu mets ta mère en danger. Tu mets la stabilité de cette famille en péril. Reviens à la maison. Parlons comme des hommes. Tu nous manques de respect, à ta mère, à moi. Je lui ai répondu calmement, presque froidement. Toute communication avec moi se fera désormais via mon avocate. Il y eut un silence. Puis, sa voix changea. Le ton autoritaire disparut, laissant place à une menace à peine déguisée. Ah, donc maintenant tu as une avocate. Très bien, Mathéo. On verra si tu restes aussi courageux. Quand les choses sérieuses commenceront, il y a des façons de faire comprendre la réalité. À un fil ingrat. Et il raccrocha. Pendant ce temps, le cousin Javi Mendoza, l'opportuniste bien connu de la famille, réapparut. Il m'appela avec un ton faussement conciliant. Et Mathéo, cousin, j'ai appris tout ce bazar. Franchement, tes parents sont complètement retournés. Surtout ta mère. Mais bon, tu les connais, parfois ils dépassent les bornes. Il attendait que je réponde. Je me suis tu. Alors il continua. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être que si tu les aides un peu pour le loyer de ce mois-ci, ça calmerait les choses, tu vois? Je pourrais leur parler, faire la médiation, leur faire comprendre ton point de vue. Peut-être qu'ils sont même prêts à s'excuser. Si tu leur montres que t'es toujours là pour eux. Je l'ai immédiatement démasqué. Sa voix trahissait un intérêt personnel. Il avait sûrement été envoyé en éclaireur. Ou promis une récompense s'il me faisait changer d'avis. Je lui ai répondu d'un ton sec. Javi, merci pour ta préoccupation. Mais ce sujet est maintenant entre les mains de ma représentante légale. Je n'ai pas besoin de médiateur. Son ton changea instantanément. L'amabilité disparut. Il devint froid et cassant. Comme tu veux, cousin. Mais après, viens pas dire qu'on n'a pas essayé de t'aider. Les pressions ne se sont pas arrêtées là. 2 jours plus tard, alors que j'étais en réunion au bureau, ma collègue Laura, du Design UX, est entrée discrètement et m'a glissé un mot. Ta mère et une jeune femme, je pense que c'est ta sœur, sont à l'accueil. Elles ont l'air agitées. Elles disent que c'est urgent et qu'elles doivent absolument te parler. Une vague de colère m'a traversé. Comment osait-elle venir jusqu'à mon lieu de travail? C'était une limite claire, une violation flagrante de mon espace professionnel. Grâce à l'avertissement de Laura, j'ai pu réagir rapidement. J'ai appelé la sécurité interne et leur ai donné des instructions précises. Informer les dames morales que j'étais en réunion et que toute question familiale ou personnelle devait être traitée exclusivement avec maître Sofia Ramirez, ma représentante légale. Je leur ai aussi fait remettre sa carte de visite, avec son numéro de téléphone et l'adresse de son cabinet. Plus tard, le chef de la sécurité m'informa que ma mère avait fait une scène à la réception, parlant très fort de fils sans cœur et de manque total de respect envers la famille. Pendant ce temps, Valéria enregistrait discrètement la scène avec son téléphone, sûrement pour la publier plus tard, ou s'en servir contre moi. Elles ont fini par partir, furieuses. Et, je l'imaginais, profondément humiliées, qu'on leur ait refusé l'accès. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Carlos. Il me dit, Mathéo, ils sont en train de perdre totalement le contrôle. Et ils ne savent plus comment le récupérer. Ce qu'ils ont tenté aujourd'hui, c'est de l'intimidation. Et surtout, te faire honte devant tes collègues. Ne tombe pas dans le piège. Quand j'en ai parlé à maître Ramirez, elle fut encore plus directe. Bien joué. En ne les affrontant pas directement, vous renforcez votre position légale. Ce sont eux qui dépassent les bornes maintenant, pas vous. Documentez tout. Appels, messages, visites. Tout cela devient des preuves précieuses. Il était clair que l'escalade était lancée, et que ce que je vivais n'était que le début d'une longue bataille. Mais à chaque tentative ratée de leur part, à chaque pression inutile, je me sentais plus fort,
plus déterminé. Le peur commençait à être remplacé par une lucidité glaciale. J'étais enfin en train de reprendre le contrôle. Ne voyant pas leur pression directe fonctionner, ma famille a changé de stratégie. Ils ont préparé un piège plus rusé, orchestré, à mon avis, par l'esprit manipulateur de mon oncle Ricardo. Ils ont décidé d'organiser une intervention familiale. Un dernier coup pour m'attendrir émotionnellement et me faire revenir sous leur contrôle, en jouant la carte de la morale et de la religion. L'invitation ne m'est pas venue directement d'eux, mais de Doña Carmen, ma voisine. Sa voix était un peu hésitante. « Matteo, mon fils, ta mère et ton père m'ont demandé un service important. Ils veulent te parler. Ils disent que c'est pour mettre les choses à plat. Dans un lieu neutre. Ils m'ont demandé si ça pouvait se faire chez moi. Pour que tu te sentes à l'aise. Pas chez eux, pas sur leur terrain. Et, ils ont aussi invité le père Antonio, le prêtre de la paroisse du quartier. Qu'en penses-tu, mon fils? J'ai dit que je te demanderais d'abord. J'ai tout de suite compris le piège. Un endroit neutre. Une voisine bienveillante et respectée. Un prêtre pour faire appel à ma conscience religieuse. À la culpabilité. Mais cette fois, je n'étais pas naïf. Après avoir consulté Carlos et Maître Ramirez, j'ai accepté. Pas parce que j'étais dupe, mais parce que j'y voyais une opportunité. Celle de les confronter tous ensemble. En ayant la vérité entre les mains. Je dis à Doña Carmen. D'accord, je viendrai. Mais j'apporte mon ami Carlos avec moi. Et je ne resterai qu'une heure. Le jour dit. J'arrivai pile à l'heure chez Doña Carmen. Carlos marchait à mes côtés, portant un porte-document contenant des copies des preuves clés. Dès qu'on entra, l'ambiance était pesante. Ma mère Elena avait les yeux rougis, et un air de martyr blessé. Mon père Roberto tentait d'avoir l'air digne et affecté. Valeria me lança un regard plein de haine. Mon oncle Ricardo souriait, avec cette suffisance qui me retournait l'estomac. Javi, mon cousin, était là aussi, faisant semblant d'être très concerné. Le père Antonio, un homme âgé au visage calme, me salua d'un signe de tête respectueux. Nous nous sommes tous assis dans le petit salon de Doña Carmen. Elle nous offrit poliment un verre d'eau, puis se retira discrètement dans sa cuisine. Le silence s'installa. Puis, ma mère le brisa, d'une voix tremblante, chargée de reproches. « Matteo, mon fils, comment as-tu pu nous faire ça? Nous laisser sans rien? Nous humilier publiquement ?» Mon père prit le relais, voix grave. « Ce que ta mère veut dire, Matteo, c'est que tes actions ont été exagérées. Irréfléchies. Tu as oublié tes devoirs de fils. » Valeria ajouta avec dédain. « T'as toujours été égoïste. Mais là, tu dépasses les bornes. Tu nous fais vivre un cauchemar. » Ricardo, jouant les sages compatissants. « Allez, on fait tous des erreurs. Matteo, t'as sûrement tes raisons. Mais la famille, c'est la famille. Il faut savoir pardonner, non? » Monsieur le curé? Javi opina du chef. « Oui, cousin. Réfléchis bien. Le père Antonio peut nous aider à nous réconcilier. » Le père Antonio se racla la gorge. Il dit calmement. « Matteo, je suis venu à leur demande. Pour aider à la médiation. Ils m'ont parlé de leur peine. De leur confusion. La Bible nous parle du pardon. De l'honneur dû aux parents. De l'unité familiale. Je comprends qu'il y ait eu des désaccords. Mais, je levai la main pour l'interrompre, respectueusement. Père Antonio, avec tout le respect que je vous dois, merci d'être venu. Et oui, la Bible parle d'honneur. Mais elle parle aussi de justice. Et de ne pas être complice du mal. Ce que appelle désaccord. Je l'appelle des années d'abus financiers, de manipulation affective, et de manque total de respect envers moi. Je sortis la première chemise du dossier, posée à mes pieds, puisqu'on va parler de devoirs et erreurs. Parlons de faits. J'ai commencé à dérouler les preuves. Le message humiliant de mon anniversaire. Les virements mensuels de 2400 € pour le loyer. Les factures absurdes. Les universités de Valeria. Les prêts non remboursés à mon père. Et enfin, la police d'assurance vie. Où je vaux plus mort que vivant. Je regardai le prêtre dans les yeux. Imaginez, père, que votre famille vous voit comme un contrat d'assurance. Pas comme un être vivant. Astérisque, est-ce qu'on pardonne aussi ça? Je fis écouter l'audio où ma mère et Ricardo se moquaient de moi.
et planifiait comment me soutirer encore plus d'argent. Les visages, sauf celui de Carlos, étaient figés, comme un tableau de honte et de panique. Elena fondit en larmes. Mais cette fois, ses pleurs ne me touchaient plus. Roberto tentait de balbutier des excuses. Valeria me fusillait du regard. Ricardo et Javi s'agitaient, mal à l'aise. Le père Antonio écouta tout en silence. Son expression passa de la sérénité à la consternation profonde. Quand j'eus fini, il dit enfin « Je n'étais pas au courant de l'ampleur de la situation, Matteo. Ce qu'on m'a présenté était une version très différente. Ce que vous avez montré est profondément troublant. Ce n'est pas un désaccord. C'est une blessure profonde, qui demande réflexion et repentance sincère. Pas juste des mots. Et l'intervention fut un échec total pour eux. Ils se retrouvèrent démasqués, devant le même prêtre qu'ils avaient tenté d'utiliser contre moi. Doña Carmen apparut à ce moment, avec une carafe de limonade, comme si elle sentait que la tension avait atteint son sommet. Je la remerciai d'un regard. Je pris un verre, en bus une gorgée, puis me tournai vers eux. Ma décision est prise. Il n'y aura plus aucun soutien financier. Et toute tentative de contact devra passer uniquement par mon avocate. Merci, Père Antonio, pour votre temps. Merci, Doña Carmen, pour votre accueil. Carlos et moi nous sommes levés, et sommes partis, laissant derrière nous un silence rempli de rage, de honte et d'échec. Je savais qu'ils n'allaient pas abandonner. Mais ce jour-là, j'avais gagné une bataille importante. Je les avais affrontés sur leur propre terrain, et leur avais montré que je n'avais plus peur. L'échec de cette intervention familiale les a désorganisés. Mais ils n'ont pas abandonné. Au contraire, ils ont changé de stratégie, et ont ciblé ce qu'ils pensaient être le maillon faible. Valeria. S'ils ne pouvaient pas m'atteindre directement, ils allaient l'utiliser elle, pour me déstabiliser, ou pour créer une narration publique, où je serais vu comme le méchant de l'histoire. Valeria, blessée et humiliée après la réunion chez Doña Carmen, et sûrement poussée par Elena et Ricardo, a intensifié ses attaques sur les réseaux sociaux. Même si elle ne me mentionnait jamais directement, ses publications étaient pleines d'attaques voilées. Les frères ingrats qui oublient d'où ils viennent. Les familles toxiques qui te tirent vers le bas. Rien de pire que d'être trahi par ton propre sang. Ses amis et ses abonnés habituels la soutenaient. Des commentaires comme « T'es trop forte. Ils ne te méritent pas. Un jour, ils regretteront. » Pleuvait sous chaque poste. Mais moi, je ne restais pas inactif. Je savais qu'il fallait anticiper leurs coups. Et je me souvenais d'un nom que Valeria avait mentionné plusieurs fois avec rancune. Andrés, un ex-petit ami qu'elle accusait de tous ses échecs. Carlos et moi avons décidé d'enquêter. Carlos est doué en recherche en ligne. Il a vite trouvé le profil LinkedIn d'Andrés. Ingénieur en système. Profil sobre, discret. Puis, en fouillant dans de vieux forums, et des commentaires supprimés de Valeria, on a découvert une toute autre version de l'histoire. Non seulement Andrés ne l'avait pas manipulé, mais il avait été la vraie victime. Il y avait des mentions de faux profils, des accusations de harcèlement, des tentatives de chantage émotionnel. J'ai décidé de le contacter. C'était risqué. Je ne savais pas comment il réagirait. Je lui ai envoyé un mail bref et poli. Je me présentais. Je lui expliquais ma situation familiale. Et que Valeria était un élément central dans un schéma de manipulation. Je lui ai joint quelques preuves anonymisées, sans révéler mon identité complète au départ. À ma grande surprise, Andrés m'a répondu en moins de 24 heures. Il était prudent, mais aussi curieux. Après quelques échanges, nous avons convenu d'un appel vidéo. Pendant l'appel, je lui ai raconté toute la vérité. Il m'a écouté. Puis, lentement, il m'a raconté sa propre histoire. Comment Valeria avait inventé une grossesse pour lui soutirer de l'argent. Comment elle l'avait menacé de ruiner sa réputation s'il la quittait. Comment elle l'avait harcelé pendant des mois. Avec des faux profils, des messages, des enregistrements trafiqués. Mais surtout, Andrés avait tout gardé. Il avait des captures d'écran, des messages vocaux, des preuves irréfutables de ce qu'il avait vécu. Il me dit « Matteo, je veux juste oublier ce cauchemar. Mais si ça peut t'aider à te libérer, et à ce qu'elle ne recommence pas avec quelqu'un d'autre, alors compte sur moi.
C'était le joker qu'il me fallait. Le dernier clou dans le cercueil de leur campagne contre moi. Maître Ramirez m'a conseillé d'utiliser ces preuves. Non pas pour me venger, mais pour me protéger. Et démontrer un schéma clair de manipulation dans ma famille. L'opportunité arriva très vite. Valeria, se sentant renforcée par ses soutiens en ligne, commença à m'envoyer des messages directs, par des comptes anonymes. Elle alternait insultes et pleurnicheries. « Tu fais souffrir maman, t'es un monstre. S'il te plaît, reviens à la raison. Tu nous dois tout. » C'est alors que Maître Ramirez, en mon nom, lui a envoyé un message formel, lui proposant une dernière conversation privée, dans un lieu neutre, pour essayer de comprendre son point de vue. Nous avons fixé un rendez-vous dans une petite salle de réunion, prêtée par un ami de Carlos. Valeria a accepté immédiatement. Elle croyait sûrement que j'étais affaibli, que sa campagne avait marché. Elle se voyait déjà pleurant, criant, et finissant par me faire craquer. Mais quand elle entra dans la pièce, elle me vit assis calmement. Et à côté de moi, Andrés. Son visage changea de couleur instantanément. Andrés, posé, sans agressivité, lui dit « Valeria, tu te souviens de ça ?» Et il projeta à l'écran les preuves. Les messages de chantage, les fausses accusations, les faux comptes, les enregistrements. Valeria essaya de nier, de crier, de dire que c'était truqué, qu'Andrés mentait. Mais les preuves étaient accablantes. Et moi, j'avais discrètement posé mon téléphone pour enregistrer. Avec le consentement préalable d'Andrés. Et sous l'encadrement légal de Maître Ramirez. Andrés sortit même la transcription d'un enregistrement, où Valeria avouait à une amie vouloir plumer jusqu'au dernier centime ce pauvre idiot d'Andrés. Elle s'effondra. Elle pleura. Balbutia des demi-aveux. Mais c'était trop tard. Je lui ai dit calmement. C'est fini, Valeria. Tes manipulations ne fonctionnent plus. Et ce téléphone, c'est juste une preuve de plus de qui tu es réellement. Elle quitta la salle en larmes. Mais cette fois, ce n'était pas du chantage affectif. C'était de la rage. Et de l'humiliation pure. Nous avions désamorcé une de leurs armes les plus dangereuses. Et nous avions maintenant une preuve solide. De son comportement toxique et manipulateur. Le jeu avait changé. Et cette fois, c'est moi qui déplaçais les pièces avec stratégie. Après la confrontation avec Valeria, et en voyant que ma famille ne reculerait devant rien, pour me reprendre mon argent et mon contrôle, j'ai pris une décision radicale, mais réfléchie. Avec Maître Ramirez et Carlos, nous avons décidé de rendre l'affaire publique. Pas par vengeance, mais comme mesure de protection ultime. Et aussi pour alerter d'autres personnes qui pourraient vivre des situations semblables. Jusque-là, j'avais tout gardé dans le silence et la discrétion. Mais maintenant, il était temps d'utiliser une autre arme, la lumière. Sous la supervision légale stricte de Maître Ramirez, qui a vérifié chaque mot, chaque formulation. Pour éviter tout risque de plainte en diffamation, nous avons rédigé une publication complète. Pas sur mes réseaux personnels, mais sur un blog anonyme, créé spécialement pour ça, avec un nom sobre et évocateur. Voix réduite au silence, histoire d'abus familiaux. Et mon témoignage fut le premier article. Il était signé anonymement, mais contenait assez de détails vérifiables, pour que les personnes concernées devinent très bien de qui il s'agissait. Le titre. J'ai été la banque de ma famille, mon histoire d'abus financiers, de manipulation émotionnelle et de libération. Dans ce texte, j'ai raconté toute l'histoire, dans l'ordre. Le message humiliant du jour de mon anniversaire. Les 2400 € mensuels versés pour le loyer. Les paiements pour les études de Valeria. Les arnaques commerciales de mon père. Les reconnaissances de dettes. La police d'assurance vie à mon nom. Et enfin, la tentative de me briser psychologiquement, via la religion, via les réseaux sociaux. J'ai aussi joint des extraits floutés de relevés de compte, des copies anonymisées des frais, un extrait audio de la confrontation avec Valeria, et une mention de l'échec de l'intervention avec le prêtre. Le ton n'était pas victimaire, ni mélodramatique, juste factuel, sincère et ferme. Carlos s'est chargé de la diffusion du lien, via des forums d'entraide, des groupes privés, et des contacts discrets. On ne s'attendait pas à ce que ça devienne viral. Mais on espérait atteindre les bonnes personnes. Et ça a explosé.
Les commentaires affluaient. Ton histoire est la mienne. Merci pour ton courage. J'en suis encore prisonnier. Quelle manipulation incroyable. Bravo d'avoir coupé les ponts. Et surtout, des gens qui connaissaient ma famille et qui écrivaient en message privé. J'ai toujours eu un doute sur les morales. Matteo avait l'air si fatigué, maintenant je comprends. Valeria vivait au-dessus de ses moyens, je m'en doutais. Mon anonymat était partiel, mais suffisant pour que le message passe, et que ceux qui devaient comprendre, comprennent. Du côté de ma famille, ce fut la panique. Même si leur nom complet n'était pas écrit. Les détails étaient trop précis pour qu'ils puissent nier. Leurs téléphones ont dû exploser. Elena, ma mère, a tenté de m'appeler des dizaines de fois. Mais mon numéro restait réservé à mes contacts autorisés. Roberto, mon père, a paniqué. Et dans un moment de génie, ou de folie, il a enregistré une vidéo, qu'il a publiée sur son profil Facebook. On le voyait. La voix tremblante. Les yeux écarquillés. La cravate de travers. Parler à sa webcam. Mon fils est tombé sous l'influence de mauvaises personnes. Il est manipulé. Il veut salir sa famille. Il souffre, c'est évident. Nous allons prendre des mesures légales. La vidéo fut un désastre. Elle déclencha des moqueries, des commentaires ironiques, et surtout, des gens qui partageaient encore plus le lien du blog, avec des phrases comme « C'est ce père exemplaire ». Maintenant on comprend tout. Elena, elle, choisit une autre voie. Elle contacta un petit journal local, celui des potins du quartier. Elle leur donna une interview, où elle jouait la mère dévastée, victime d'un fils perdu dans la rancune. Mais ces mots sonnaient faux. Et surtout, les gens avaient déjà vu les preuves. Valeria, de son côté, se mura dans le silence, sur ses vrais profils. Mais elle utilisa ses faux comptes, pour poster des commentaires anonymes, tentant de discréditer le blog. Peine perdue. Ricardo, l'oncle, le plus lâche de tous, disparu des radars. Téléphone éteint. Injoignable. Maître Ramirez et moi suivions tout avec attention. Elle me dit. Ils font erreur sur erreur. Leur panique les pousse à se dévoiler encore plus. Nous, on reste dans la vérité. Et on ne répond que via les canaux formels. Nous avons publié un court communiqué, signé par le cabinet de Maître Ramirez, confirmant que les informations du blog étaient réelles, basées sur des documents, des témoignages, et que toute tentative de diffamation ou de menace, contre moi ou mes représentants, serait poursuivie en justice. La lumière avait fait son effet. Je ne cherchais pas leur ruine. Je cherchais la vérité. Et la vérité s'est avérée être une arme bien plus puissante que je ne l'aurais cru. La vérité faisait son chemin. Mais ma famille, humiliée et acculée, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Poussée, selon moi, par mon oncle Ricardo, mon père Roberto a porté plainte contre moi, pour diffamation et préjudice moral. Quand j'ai reçu la notification officielle, je me suis senti partagé entre de l'agacement et une drôle de sensation de victoire. S'ils en étaient arrivés là, c'est qu'ils étaient vraiment à bout de ressources. Maître Ramirez, en lisant la plainte, a simplement souri. Prévisible. Une plainte vide, bourrée de généralités, sans la moindre preuve concrète. C'est leur dernière carte, mais nous, on a un arsenal de preuves. Nous avons donc préparé notre défense avec rigueur. La fameuse carpeta de la vérité devint le socle de notre réponse. Chaque affirmation du blog était documentée. Chaque accusation avait un relevé de compte, un email, une capture d'écran ou un audio. Et il y avait même l'enregistrement de la confrontation avec Valeria et Andrés, réalisé avec consentement légal. Maître Ramirez a rédigé une contre-argumentation écrasante, non seulement en réfutant chaque accusation, mais en dressant un tableau complet de l'abus familial systémique dont j'avais été victime. Pendant que la procédure judiciaire suivait son long parcours administratif, ma famille lança un autre front d'attaque, plus sournois. Mon entreprise. Solution Entendido. Le petit cabinet de conseil technologique que j'avais monté avec Carlos commençait tout juste à prendre forme. Nous avions quelques clients, un petit bureau partagé et beaucoup d'espoir. Puis, soudainement, nos pages sur les réseaux sociaux
et les annuaires d'entreprise se sont retrouvés inondés d'avis négatifs. Des commentaires venimeux, comme « Service lamentable »,« Une arnaque totale »,« Des voleurs »,« Entreprise tenue par des gens malsains ». C'était évident. Ce n'étaient pas des vrais clients. Les profils étaient récents, vides, ou avec des noms très génériques. Nous avons tout de suite soupçonné Valeria et Ricardo. C'était leur style, sournois, anonyme, destructeur. Ils ont même tenté d'envoyer des mails anonymes à nos clients, pour nous salir auprès d'eux. Mais cette fois, ma formation d'ingénieur en informatique et la perspicacité de Carlos ont été nos meilleures armes. Nous avons commencé à tracer les origines numériques de ces attaques. Ce n'était pas facile. Ils utilisaient des VPN, des navigateurs privés. Mais ils ont fait des erreurs. Nous avons réussi à relier certaines adresses IP à des cybercafés proches de leur nouveau logement et à la Wi-Fi d'un cousin naïf qui leur prêtait l'accès. Laura, notre collègue qui avait de l'expérience en cybersécurité, nous a donné des pistes techniques précieuses pour identifier les attaques et préserver les preuves. Avec toutes ces données, Maître Ramirez a rédigé une mise en demeure, très claire et beaucoup plus ferme que les précédentes. Cette fois, elle était adressée directement à ma famille, avec copie à toutes les plateformes numériques concernées. On y exigeait la suppression immédiate des commentaires diffamatoires, et on menaçait de poursuites pour dommages commerciaux. Un acte bien plus lourd de conséquences, car il ne s'agissait plus seulement de relations familiales, mais de préjudices économiques directs et mesurables. En parallèle, Elena tenta de relancer sa fameuse stratégie de l'urgence médicale. Mais en version 2.0, elle fit appel à un médecin douteux, un vieil ami du tonton Ricardo, connu pour ses pratiques peu éthiques. Ce docteur établit un diagnostic alarmant sur la santé cardiaque de Roberto. Il aurait besoin d'une opération urgente et coûteuse. Je reçus un appel d'un soi-disant infirmier, me suppliant de prendre mes responsabilités. Monsieur Matteo, votre père risque de mourir. Il n'a plus de couverture santé. Et c'est à cause de vous. Mais cette fois, je n'étais plus leur pigeon. Grâce à un contact de Maître Ramirez, auprès du Collège des médecins, nous avons fait vérifier discrètement le dossier médical envoyé. Résultat, le médecin avait exagéré les termes. Et rien dans les analyses ne justifiait une opération immédiate. On envisagea même de le dénoncer pour fraude. Encore un chantage émotionnel raté. Et puis, arriva le jour de l'audience au tribunal. Pour la plainte en diffamation. Devant le juge. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. La partie adverse n'avait rien. Juste des accusations vagues. D. Il nous fait du mal. D. Il raconte des mensonges. Maître Ramirez, elle, avait des documents officiels, des échanges, des enregistrements audio, des preuves bancaires. Le juge a tranché immédiatement. Plainte rejetée. Aucune base légale. Tentative d'utiliser la justice pour régler des conflits familiaux privés. Et il a même sanctionné mon père et son avocat, en les condamnant à payer les frais de procédure. C'était une victoire claire et nette. Depuis ce jour, les attaques contre Solutions Entendido ont diminué. Des plateformes ont supprimé les fausses critiques. Et nos clients, rassurés par notre professionnalisme et notre honnêteté, sont restés. Les mois qui ont suivi la défaite judiciaire de mon père et l'arrêt des attaques contre Solutions Entendido ont marqué pour moi un tournant décisif. Je suis entré dans une période de reconstruction lente, mais solide. Tout ce temps et cette énergie que j'avais passé à éteindre les incendies, que ma famille allumait, je les ai investis en moi-même et dans mon entreprise. Solutions Entendido, malgré les attaques, a commencé à se faire une belle réputation. Carlos et moi travaillons avec engagement et honnêteté. Et ironie du sort, la notoriété de mon histoire, même si je ne l'ai jamais utilisée pour faire de la pub, a attiré certains clients, des entrepreneurs, des dirigeants, qui eux aussi avaient traversé des épreuves personnelles, et qui voyaient en moi quelqu'un de fiable. Laura, mon ex-collègue, nous a rejoints à mi-temps. Elle apportait sa compétence en design et une stabilité précieuse dans notre équipe. Elle est devenue une amie loyale. Et sa présence était un rappel que des relations saines existent. Sur le plan personnel, je faisais aussi le ménage dans ma vie.
J'ai déménagé dans un petit appartement. Modeste mais accueillant. Dans un quartier de Mexico que j'aimais bien. Et qui n'avait aucun lien avec mon passé. J'ai changé de numéro de téléphone personnel. Et je ne l'ai donné qu'à un cercle restreint de personnes. J'ai aussi commencé une thérapie régulière. Un espace où j'ai pu digérer les années de douleur. La culpabilité. Et surtout apprendre à poser des limites saines. J'ai redécouvert des passions que j'avais abandonnées. La photographie. La randonnée. La liberté que je ressentais était parfois vertigineuse. Mais toujours la bienvenue. Pendant que moi, je renaissais. Les rares nouvelles de ma famille montraient l'inverse. J'en entendais parler. Par Doña Carmen. Ou via les réseaux secondaires de Valeria. Ils avaient dû quitter la maison de Colonia del Val. Pour un petit appartement. Dans une zone moins agréable. Plus éloignée. Et clairement moins glamour. Mon père Roberto avait de vrais problèmes de santé maintenant. Aggravés par le stress. L'humiliation. Et selon les rumeurs, l'alcool. L'arrogance avait laissé place à l'amertume. Ma mère Elena s'était isolée socialement. La honte publique. La perte de statut. L'avait rongée. Ses amis d'avant. Celles qui admiraient sa vie parfaite. L'évitaient. Plus de dîner chic. Plus de virées shopping. Elle passait ses journées avec Ricardo. Qui lui aussi commençait à avoir des soucis. L'histoire de la famille morale avait attiré une attention indésirable. Et certains de ses anciens complices en affaires troubles commençaient à le harceler pour ses dettes. Valeria était sans doute celle qui vivait le plus mal le changement. Ses publications étaient un mélange de plaintes, de nostalgie et de piques voilées. Elle avait essayé plusieurs petits boulots. Mais son comportement toxique et son manque de vraies compétences lui faisaient tout perdre rapidement. Elle découvrait la vie sans filet. Celle que je lui avais toujours financée. Même Javi, le cousin opportuniste, voyant que le navire moral coulait, avait pris ses distances et essayait déjà de se rallier à d'autres membres de la famille, racontant sa propre version des faits, où il avait toujours voulu aider tout le monde. Un jour, le père Antonio, le prêtre de l'intervention ratée, est venu me rendre visite au bureau. Il avait l'air plus vieux, triste, mais sincère. « Matteo, je viens te présenter mes excuses. J'ai été naïf. J'ai écouté leur version des faits, sans chercher la tienne. J'aurais dû être plus attentif. Ce qu'ils t'ont fait était injuste. Et je regrette d'y avoir participé, même sans le vouloir. Ces paroles m'ont touché. Je les ai acceptées. C'était une petite lumière dans l'obscurité de cette histoire. Peu après, Doña Carmen m'apporta une petite boîte. J'ai trouvé ça quand ils ont déménagé. C'était dans ta chambre d'enfant. Je me suis dit que tu voudrais le récupérer. À l'intérieur, il y avait des billes, des vieux jouets, et une photo de moi à 7 ou 8 ans, souriant de toutes mes dents de lait. Doña Carmen dit doucement. C'est toi, ça. Le vrai toi. N'oublie jamais ce garçon-là. Je l'ai remercié. Les yeux humides. Cette photo est devenue mon ancrage. Un rappel de ce qu'on m'avait volé. Mais aussi de ce que je reconstruisais. 1 an s'est écoulé. 1 an depuis que le tremblement de terre de ma décision a secoué la famille morale. Et moi-même. Aujourd'hui, je fête mes 33 ans. Mais cette fois, la célébration est complètement différente. Un dîner simple. Dans mon petit appartement chaleureux. Quelques invités seulement. Mais les bons. Carlos, mon ami fidèle. Laura, devenue un pilier dans ma vie. Doña Carmen, qui a apporté son flan napolitain maison. Andrés, l'ex de Valeria, avait un empêchement professionnel, mais m'a envoyé un message très chaleureux. Il n'y avait ni luxe, ni conversation forcée, juste des rires sincères, des anecdotes de travail, et ce toast de Carlos. À Matteo, à toutes les décisions difficiles, qui nous obligent à grandir, et qui, à la fin, nous offrent la vraie liberté. Santé, frère. J'ai levé mon verre. Un vrai sourire sur le visage. Pas forcé. Pas pour faire semblant. Un vrai. Ce soir-là, la paix était réelle. Et je l'avais gagnée. À la sueur de ma douleur. Mais aussi grâce à mon courage. Je sais que les cicatrices du passé seront toujours là. Mais maintenant, elles ne saignent plus. Elles sont les marques de ce que j'ai traversé. Et surtout, de ce que j'ai reconstruit.
Je ne sais pas si ma famille changera un jour. Ou si elle changera juste de stratégie. Mais moi, j'ai changé. Je ne suis plus le distributeur automatique. Ni le fil docile. Je suis Mathéo. L'architecte de ma propre vie. Le gardien de ma paix. Et c'est, peut-être, la seule vraie victoire qui compte.